Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, après avoir passé 5 ans en détention, le 31 mars, il a été complètement acquitté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour lesquels il était jugé à la CPI. L'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé est un homme libre aujourd'hui. Il était à la rencontre de ses partisans ce samedi 26 juin à Paris et nous le recevons ce soir sur notre plateau. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Malgré les nombreuses injonctions à se présenter devant la commission anticorruption, l'ancien président sud-africain avait refusé de venir témoigner dans le cadre d'une enquête sur des faits de corruption dans lesquels il serait impliqué. Attitude qui a poussé la Cour constitutionnelle à lui infliger cette peine. Et les affiches des finales de la Ligue des champions Afrique et de la Coupe de la Confédération sont désormais connues. 3 équipes nord-africaines et un club sud-africain sont en lice pour le titre suprême de ces 2 grandes compétitions. Les détails en fin d'édition. Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien, était aux côtés de l'ex-président Laurent Gbagbo sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale de La Haye. Il a été définitivement acquitté le 31 mars pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011. Ce samedi 26 juin, ses partisans ont pu le rencontrer à Paris. Alexandre Ondoa, commentaire Graziella Tchakonté. Des sourires, des poignées de main et des accolades. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à Charles Blé Goudé le 26 juin place d'Orcy à Paris. L'ex-chef des Jeunes Patriotes, définitivement acquitté des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui, a choisi la capitale française comme première destination en tant qu'homme libre. Une étape importante pour remercier ses sympathisants qui ne lui ont jamais tourné le dos. Des femmes parmi vous que je ne connais pas, qui m'ont jamais vu, qui n'ont jamais bu un seul verre d'eau dans ma maison, m'ont donné des habits, m'ont donné des chaussures, m'ont donné de l'argent. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous m'avez donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils étaient nombreux au rendez-vous. Leaders politiques, société civile, présidents d'associations, chefs traditionnels, ONG et artistes. Charles Blé Goudé n'a pas manqué de rappeler à toute la diaspora présente que l'ex-président Laurent Gbagbo et lui-même sont conscients de la lourde responsabilité qui repose sur leurs épaules. Il a donc appelé tous ses partisans à rester unis pour une Côte d'Ivoire renouvelée. Je suis venu certes vous dire merci, mais je suis venu vous dire, on va construire une nation. On va construire cette nation-là. Ce n'est pas une nation de bêtés. Ce n'est pas une nation d'Atier. Ce n'est pas une nation de Dida. Ce n'est pas une nation de l'Ouest ou de l'Est. C'est une nation plurielle, dont la diversité est sa richesse. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors que l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin, son ancien co-accusé Charles Blé Goudé est toujours dans l'attente de son passeport. Mais l'homme qui se dit serein et patient est convaincu qu'il foulera à son tour le moment venu sa Côte d'Ivoire natale. Charles Blé Goudé, que nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau ce soir. Bonsoir Monsieur Blé Goudé et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Alors, Monsieur Goudé, vous êtes désormais un homme libre. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce samedi en allant à la rencontre de vos partisans? Mais je pense que ce soit moi ou les Africains et les Ivoiriens que j'ai rencontrés ce samedi-là, je précise que ce ne sont pas seulement mes partisans. Nous attendions ce moment de nous retrouver. Ils se sont battus. Ils y ont cru. Ils nous ont soutenus. Parce qu'ils voulaient qu'on sorte de cette prison. Nous sommes sortis de cette prison. Ce moment, nous l'avons partagé. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions en l'air. Ça s'est senti. Voilà, il y a eu beaucoup d'émotions en l'air. Et c'était un moment important pour moi aussi de venir leur traduire ma gratitude. Voilà.
Alors, vous avez en effet l'air serein et patient. Concernant ce retour en terre natale, où en est votre procédure de demande de passeport? Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous bloque en ce moment. Moi, je fais ce que j'avais à faire. J'ai fourni à l'ambassade de la Côte d'Ivoire toute la documentation requise, également à la Cour pénale internationale qui a promis s'en charger. Et depuis, j'attends. J'attends, je ne suis même pas convoqué, ni à l'ambassade, par les autorités, je veux dire, en charge de ce dossier. Je constate c'est le simplement délai normal en général ou bien? Oui, je pense que depuis février, même juste avant qu'on ne soit définitivement livré, j'avais déjà anticipé en déposant mes documents. Mais jusque-là, rien. Je constate simplement que tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Même celui que je soutenais, parce qu'à la CPI, je suis accusé d'être le bras droit du président Gbagbo Laurent. J'ai justement posé la question. Il est rentré et moi je suis là. Laurent et j'attends. Il est rentré. Tout le monde s'attendait à ce que vous rentriez ensemble, vous retourniez en Côte d'Ivoire ensemble. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Non, d'abord, un enfant doit être heureux de voir son père heureux. À un certain moment, c'est comme ça, où le père s'occupe de l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant doit être content que son père soit heureux. J'ai toujours voulu que le président Gbagbo soit libéré de prison. Vous le considérez toujours comme un père? Mais il est pour moi un père, celui qui m'a inspiré à entrer en politique. Seulement, le leader, ce n'est pas celui qui fait tout à la place de tout le monde. C'est celui qui inspire les autres. Et le président Gbagbo m'a inspiré. Je précise que je l'ai toujours dit. Pour moi, l'héritage politique n'existe pas. Il faut se battre pour être soi-même. Et c'est ce combat que moi, j'ai décidé de mener. Je veux ressembler au président Gbagbo, je ne veux pas lui hériter de lui. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu lâché par votre compagnon d'infortune? Non, moi je ne veux pas être un sac au dos. Moi je ne veux pas être un sac au dos. Moi je ne veux pas être un nénuphar politique. Moi je veux être celui qui est enraciné. Et les épreuves me forment. Le président Gbagbo est rentré, je suis content qu'il est rentré. Et je sais, et je suis convaincu. Tel que je l'avais dit au juge de la Cour pénale internationale, mon tour arrivera. Le président de la République a facilité ce retour. C'est de lui, et seulement de lui, que dépend mon retour. J'attends. Est-ce que l'ex-président aurait pu justement vous inclure dans ces négociations avec l'État ivoirien pour faciliter justement ce retour-là? Peut-être accélérer même votre procédure de demande de passeport. Mais lui aussi, sa procédure a tardé. Et c'était une bataille pour le président Laurent Gbagbo d'obtenir ses passeports. Vous voyez? Mais je ne veux pas servir de couteau contre lui. Et je souhaite qu'on ne se serve pas de son retour pour m'opposer à lui. Il est rentré. Savourons ce moment de retour. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Et le président Ouattara l'a fait entrer. Je pense qu'il peut aussi me faire entrer. Donc, j'attends que mon tour arrive. Je ne suis pas du tout sous pression. Quand on a des convictions enfouies en soi-même, le temps n'est pas un problème pour nous. Je suis patient. J'ai tout mon temps avec moi. Alors, dès l'obtention du précieux sésame, le passeport, on peut imaginer que le premier arrêt sera Abidjan? Oui, j'hésite pour le moment entre Abidjan et puis le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Mais les Camerounais, dans cette traversée de désert, ont été là avec nous. Que ce soit au Cameroun et sur tous les plateaux, à travers la chaîne de télé, ils nous ont soutenus. Je l'ai promis. Moi, j'hésite encore entre Abidjan et Douala. Mais dans tous les cas, ma destination finale, je suis ivoirien. C'est chez moi. Les Ivoiriens m'attendent et je leur dis à bientôt. On se verra. Alors, quand vous allez rentrer, quels sont vos projets? Est-ce que vous allez reprendre pleinement votre place sur la scène politique ivoirienne? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? D'abord, la denrée dont la Côte d'Ivoire a besoin en ce moment, c'est de les rapprocher, les Ivoiriens qui ont été divisés. Il faut les rapprocher de nouveau. Il faut essayer de recoudre ce qui a été déchiré. Donc ça, c'est l'état d'esprit avec lequel vous rentrez? Oui. Parler avec les victimes. Demander pardon à ceux qu'on a choqués. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des coups. Regardez la réaction de Isiaka Diaby, qui est président d'un groupe de victimes. Sa réaction nous interpelle. Il y a encore le feu qui couvre. Il y a encore la rancœur. Et le rôle de la classe politique, c'est d'essayer de rassurer les peurs et de panser les plaies. Moi, je veux aller vers la victime. Ceux qu'on voit, tout comme les autres victimes qu'on ne voit pas, mais qui sont des gens qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas choisi d'être des victimes. Il faut apaiser la situation. Il faut apaiser la situation. Il faut renoncer aux retombées des discours guerriers.
On était en guerre en son temps, on n'est plus en guerre. Il faut maintenant réparer, il faut maintenant recoudre ce qui a été déchiré. Moi, je veux être un instrument de paix dans mon pays. Bien entendu, je ne renonce pas à mes ambitions politiques qui pourtant ne sont pas au-dessus de la vie de mes concitoyens. Oui, j'ai un projet pour la Côte d'Ivoire. Alors vous êtes toujours sujet à une peine de 20 ans de prison pour actes de torture, homicide volontaire et viol en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas peur d'être arrêté à votre retour? J'ai déjà été jugé pour tout ce que vous venez de citer comme chef d'accusation. Parce que c'est tout cela qui est constitutif des crimes contre l'humanité. Et devant toutes les caméras du monde, je me suis soumis à un procès. Est-ce que je n'ai pas assez payé déjà? J'ai fait 14 mois en détention, sans que personne ne me voie et sans que je voie personne, en isolement en Côte d'Ivoire. Avant qu'on me transfère à La Haye. Avant cela, j'ai fait 2 ans en exil. Tout le monde est rentré, sauf moi. Qu'est-ce que moi j'ai fait de plus que les autres? Il faut que je rentre en Côte d'Ivoire. Et je lance un appel au chef de l'État ivoirien qu'il fasse un geste en ma faveur pour que je puisse rentrer. J'ai besoin aussi, comme les autres, de voir ma famille. J'ai besoin aussi, comme les autres, d'aller voir mes parents au village. C'est pour cette crise-là que nous sommes tous venus ici. Et si les autres sont rentrés, il n'y a pas de raison que je sois ici. Oui, je vais rentrer dans mon pays. Les 20 ans de condamnation, le chef de l'État a encore le pouvoir, au nom de la réconciliation, comme il a dit, de revoir cette situation. Et je peux vouloir compter sur lui. Merci Charles Blé Goudet d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Également dans l'actualité, alors que les attaques perpétrées par des djihadistes se sont intensifiées au nord du Mozambique ces derniers mois, la communauté de développement des États de l'Afrique australe s'apprête à envoyer des soldats dans le pays. Le déploiement de cette force régionale a cependant un coût. La SADC doit réunir 10 millions de dollars pour la financer, selon le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio. Le financement de cette force proviendra principalement du fonds de contingence et des contributions des États membres qui participent avec leurs troupes. Une contribution de 7 millions de dollars serait également partagée par les États membres de la SADC. Les contributions sont attendues au plus tard le 9 juillet prochain, même si le calendrier et la composition de cette force n'ont pas encore été dévoilés. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné ce mardi l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une commission anticorruption lui ordonnant de se rendre dans les 5 jours. La commission anticorruption réclamait une condamnation à 2 ans de prison contre l'ancien chef de l'État. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ces 9 années au pouvoir, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, tente bien que mal d'échapper à ce procès en multipliant les recours ou en faisant valoir son droit au silence. Écoutons à ce propos la juge Sissi Kampepe. En dernière analyse, la Cour constitutionnelle rend l'ordonnance suivante. La demande d'accès direct est accordée. La fondation Hélène Suzman est admise en tant qu'amicus curiae. Il est déclaré que Jacob Zuma est coupable d'outrage à la justice pour le non-respect de l'ordonnance rendue par ce tribunal et par la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de state capture, de corruption et de fraude dans le secteur public. Par conséquent, Jacob Zuma est condamné à 15 mois d'emprisonnement. Jacob Zuma est également condamné à se soumettre à la police sud-africaine, au poste de police de Kadla ou au poste de police central de Johannesburg dans les 5 jours à compter de la date de cet ordre. Je n'ai pas d'autre choix que d'emprisonner M. Zuma dans l'espoir que cela envoie un message sans équivoque. L'état de droit et l'administration de la justice prévalent. Le ministère tunisien de la Santé a confirmé ce lundi 28 juin la détection de 18 cas confirmés du variant Delta de la Covid-19 dans plusieurs provinces du pays. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a signalé 1914 nouvelles infections. Le nombre de décès causés par la pandémie liée au Covid-19 est passé à 14 737 après l'enregistrement de 83 décès supplémentaires durant les dernières 24 heures. Le représentant
représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Tunis, Yves Souterran, a réitéré que le vaccin contre le coronavirus n'était qu'une partie de la solution et ne suffira pas à lui seul à contenir la pandémie et freiner sa propagation. Il a exhorté la Tunisie à renforcer les mesures préventives ainsi qu'à renforcer le contrôle du protocole sanitaire dans chaque secteur, en plus des campagnes de sensibilisation. La Tunisie est en effet en proie à une nouvelle vague féroce, vraisemblablement due à la propagation du variant Delta. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a d'ailleurs révélé ce lundi avoir contracté la Covid-19 alors qu'il avait déjà reçu ses 2 doses de vaccin. Dans l'actualité sportive, les Égyptiens d'Al Ahly affronteront les Sud-Africains de Kaizer Chiefs dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions de la CAF le 17 juillet prochain. Mais avant cette rencontre, une autre finale se jouera le 10 juillet, celle opposant les Marocains du Raja aux Algériens de JS Kabylie dans le cadre de la Coupe de la Confédération. José Douglas nous en dit plus. Et nous commençons par la Ligue des Champions où les Égyptiens d'Al Ahly écrasent les Tunisiens de l'Est Tunis 3-0. 1-0 à l'aller pour Al Ahly. Les buts égyptiens inscrits par Mahaloul sous penalty à la 38e, Chérif à la 56e et Houssen El Shahat à la 60e minute de jeu. L'autre demi-finale avec Kaizer Chiefs face aux Marocains du Wydad de Casablanca. 1-0 à l'aller pour Kaizer Chiefs. Les buts des deux équipes restent inviolés pour ce match retour. Al Ahly, grand favori de la finale. Que Al Ahly aille en finale, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. L'organisation, leur direction, leur façon de gérer leur club en Afrique, je pense que se qualifier en Afrique pour la Coupe d'Afrique, pour la finale, c'est vraiment normal. Coupe de la Confédération maintenant avec le Raja face à son homologue d'Égypte, le club de Pyramides, 0-0 à l'aller et 0-0 au retour, match conclu sur des tirs au but, 5-4 pour le Raja. Pyramides malheureux sur cette fois arrêté par le gardien Zniti. L'autre demi-finale avec la JS Kabylie qui domine les Camerounais de Coton Sport, 2-1 pour la JS Kabylie à l'aller et les Algériens dominent leur adversaire au retour, score 3-0 avec des buts de Zaka à la 6e, Souyad à la 37e et encore Zaka à la 45e minute pour la JS Kabylie. On a arraché une belle victoire qui confirme le parcours qu'on a fait depuis le début. On a perdu une seule rencontre dans les arrêts de jeu contre le Stade malien, sinon on a remporté tous nos matchs, soit 11 sans défaite. Finale le 10 juillet 2021 pour la Coupe de la Confédération entre Raja de Casablanca et JS Kabylie et pour la Ligue des Champions le 17 juillet Al Ahly Kaizer Chiefs au stade Mohamed V du Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.